The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on va passer à l'invité suivant. C'est Pierre Dufaux. Pierre Dufaux, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même quelqu'un qui occupe un poste important, puisque c'est le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, et ce depuis fin juin. Je vais l'appeler tout de suite à Pierre. Je sais qu'il est au four et au moulin, qu'il a 1000 choses à faire, 1000 rendez-vous. On va essayer de le déranger un tout petit peu pour qu'il nous parle donc de sa prise de poste, et puis de son rôle, et puis aussi de ce qu'est la Nouvelle-Aquitaine. On va faire ça tout de suite. Allô. Salut Pierre, c'est Ablaye. Oui, salut, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Bon Pierre, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Oui. Je sais que tu acceptes de nous parler entre deux petits voyages et que tu es en voiture, donc je vais essayer de pas trop longtemps te déranger. Ouais, pas de souci. Donc Pierre, je disais que depuis peu, tu avais pris les rênes de la nouvelle ligue qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine, et c'est assez, particulier parce que tu es très jeune, tu as 34-35 ans? 34 ans, ouais. D'accord. Et c'est ce qui remonte souvent lorsque je lis les articles, etc., c'est ta jeunesse. Ma première question, avant que tu nous expliques un petit peu ce que c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est comment, quand on a ton âge et qu'on est aussi jeune, comment on réussit à convaincre des personnes qui, sans être désobligeants, parfois bien plus âgées que toi, quoi. Comment t'as réussi à les convaincre? Alors, comment j'ai réussi à la convaincre? Ben, justement, avec une envie de bouger les choses, avec une envie de tirer peut-être aussi un petit peu le trait sur le passé et de fixer un cap et de regarder devant. Moi, comme je dis, j'ai l'avantage d'être neuf là-dedans et de ne pas avoir d'histoire ou de contentieux à me traîner depuis 30 ans. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance et qu'on construise. Et là, en l'occurrence, on construit une nouvelle région. Et c'était vraiment l'occasion de partir d'une page blanche avec une nouvelle vision de dirigeant. D'accord. Donc c'est ce que tu as expliqué donc aux différents élus, et ça a marché puisque donc le 30 juin, tu as obtenu 24 voix contre 2 pour ton adversaire, et donc tu as pris les rênes de la Nouvelle-Aquitaine. Alors explique-nous en gros ce que c'est cette Ligue Nouvelle-Aquitaine et quel est ton rôle au sein de celle-ci. Alors, la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est la fusion de trois anciennes régions qui sont le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Ça couvre 12 départements. Donc du coup c'est une bonne machine, il y a plus de 400 clubs. Donc c'est vraiment une organisation, une structure assez importante. La Nouvelle-Aquitaine en elle-même, c'est quand même la plus grande région de France en superficie. C'est 54 000 licenciés basket, licenciés compétition. Si on rajoute les basket écoles et ainsi de suite, on monte à plus de 70 000. Donc c'est vraiment une très grosse structure. Le plus dur dans la Nouvelle-Aquitaine, en fait, c'est de construire en s'appuyant sur le fonctionnement de trois anciennes ligues qui avaient des fonctionnements et des méthodes et une organisation complètement différente les unes des autres. Et mon travail là-dedans consiste à faire en sorte que les gens apprennent à se connaître, que les élus apprennent à se connaître, que les élus, il y a un élu au moins de chaque département, donc tous les territoires sont représentés. Et mon rôle consiste à faire en sorte que chaque élu assure un petit peu le lien entre la Ligue et le comité départemental, entre la Ligue et le territoire, et faire en sorte que tout le monde se retrouve dans cette grande région et que tout le monde adhère à un projet commun qui consiste à se dire écoute, ce qui se passait avant, c'était peut-être bien, c'était peut-être pas terrible dans certains endroits, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut construire avec la Nouvelle-Aquitaine, se fixer les caps et avoir un vrai projet ambitieux pour l'avenir, pour les jeunes qui arrivent derrière. D'accord. Alors je l'ai pas dit, mais tu étais président donc du comité des Landes avant de postuler donc pour ce nouveau poste. Alors tu as parlé des chiffres. Au niveau du comité des Landes, c'était 70 clubs et 12 300 licenciés. Là, tu l'as dit, donc vous êtes passé à plus de 400 clubs et plus de 54 000 licenciés. Est-ce qu'à un moment tu te dis pas waouh, quand même, à mon jeune âge, ça fait quand même beaucoup de responsabilités? Alors, c'est sûr que ça fait énormément de responsabilités. Après, je suis entouré, en fait. J'ai quand même autour de moi une équipe de 29 élus. J'ai 10 personnes dans le bureau qui constituent un petit peu ma garde rapprochée. Et dans cette garde rapprochée, tout le monde n'est pas
il n'y a pas que des jeunes, donc il y a aussi des anciens, et c'est important d'avoir des anciens pour nous guider avec leur vécu. Ce sont des personnes que tu as choisies? Non, c'est pas des personnes que j'ai choisies, c'est des personnes que les clubs ont élues. Alors il y a des personnes avec qui j'ai des affinités, il y a des personnes que je connaissais pas du tout. Mais c'est des personnes avec lesquelles j'ai échangé. Et on a appris à se connaître, on a dit, écoute, on va se faire confiance, on va travailler ensemble sur un projet commun. Et puis voilà, moi je base beaucoup les relations sur la confiance. J'ai confiance aux gens qui m'entourent, je verrai si cette confiance voilà, elle est maintenue et si cette confiance, ils peuvent l'avoir. Mais je pars beaucoup sur un travail de confiance parce qu'on travaille vraiment avec des gens qu'on ne connaît pas et je pense que si c'est des gens quand même qui ont été élus et qui sont censés représenter un territoire, qui ont été élus par les clubs de leur territoire, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens aussi qui en valent la peine et qui ont des compétences. Donc voilà, on apprend à se connaître. On est dans la phase où on apprend à se connaître et à travailler ensemble. Est-ce que t'as pas une crainte que chacun veuille un petit peu défendre ses intérêts? Quand tu sais, c'est une organisation aussi grande, large, les visions peuvent être très différentes. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu crains, ça? C'est sûr qu'il faut le craindre, c'est sûr que je le crains un petit peu et c'est à moi d'être vigilant en cela. Moi, ce que je leur demande, c'est d'avoir une vision globale. Je te cache pas que, en fonction des territoires d'où l'on vient, en fonction des anciennes régions, alors je parle encore un peu d'anciennes régions, mais moi je veux vraiment qu'on construise notre Nouvelle-Aquitaine, mais en fonction des anciennes régions, il y avait des régions plus ou moins fortes, plus ou moins nombreuses. Et souvent, ce qui ressort, c'est qu'on a peur de se faire croquer par les plus gros. On est dans un petit département, on a peur de se faire aspirer par tout ça et de ne plus exister. Moi, ce que je veux pas surtout, c'est pour que tout le monde soit représenté, que tout le monde ait son mot à dire. Après, ceux qui voudront tirer la couverture un peu, ceux qui voudront de leur territoire, de leur département, ce sera mon travail de leur dire, stop, prendre de la hauteur, on est une ligue régionale, on est une ligue régionale, on est là pour faire avancer la ligue. Alors, dans nos décisions, on ne fera pas que des heureux, malheureusement, parce que sur tout ce département, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des décisions qui avantageront certains, qui sont un peu plus contraignantes pour d'autres, mais c'est à moi de trouver le juste milieu et faire surtout, voilà, comme je dis, en sorte que tous les élus avancent ensemble, contiennent le même discours. Moi, je travaille beaucoup dans une co-construction, ce que je leur dis souvent, on est en co-construction, on travaille tous ensemble, on construit ensemble, de façon à ce qu'après, on ait le même discours, on présente le même discours et surtout qu'on sache pourquoi on fait les choses. Alors, on n'est pas là pour pénaliser les uns ou les autres, on est vraiment là pour qu'on avance ensemble. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu es resté à la présidence du Comité des Landes et si tu peux rapidement nous dire ce que tu y as fait, disons si tu peux nous faire un bilan rapide et nous dire ce dont tu es fier, les chantiers que tu as engagés et que tu as plus ou moins réussi. Alors, je suis resté 2 ans en fait au Comité des Landes, 2 ans en tant que président. J'avais fixé pas mal d'objectifs, la plupart sont atteints, notamment de créer un centre de formation masculin qui se passe à Dax avec des U15 et des U18 élites. On a travaillé pas mal aussi des relations avec une commission d'intégration. On est intervenu avec la commission, on est intervenu sur le sport adapté. C'est des choses qui étaient déjà faites mais qu'on a encore renforcées. On a travaillé beaucoup sur les territoires, on a délocalisé toutes nos réunions. On a modifié les formations entraîneurs qui se déroulent maintenant dans les secteurs et pas sur un lieu unique. On a travaillé énormément en fait dans la co-construction là aussi avec les clubs. Il y a un projet d'agrandissement du centre d'entraînement à Mont-de-Marsan qui est en cours. Et aussi la Coupe des Landes parce que moi je travaille énormément j'ai beaucoup d'affection pour l'événementiel parce que je suis convaincu que c'est ce qui peut nous permettre d'avancer et de faire parler de notre sport. Et cette année il y aura l'organisation de la Coupe des Landes dans les arènes de Dax en mai 2019 devant 8500 personnes. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu de tout ce qui avait été lancé. J'ai un seul regret par rapport à ce que j'avais mis au Comité des Landes que j'ai pas réussi à faire prendre. J'avais mis en place une commission de bénévolat et dirigeants en fait. Et on n'a pas réussi et j'ai pas réussi à trouver comment cette commission pouvait apporter en fait aux bénévoles des clubs et aux dirigeants des clubs. D'accord. Vraiment que ce soit une aide pour les dirigeants et ça j'ai pas réussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer de remettre en place justement maintenant avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine? C'est quelque chose qu'on essaiera de mettre en place, mais peut-être sur du plus long terme, parce que je ne cache pas que le chantier là, au sein de la Nouvelle-Aquitaine est quand même assez énorme, puisque je récupère un petit peu le fonctionnement de 3 anciennes ligues et je suis en train de construire une ligue. Moi, ce que je veux, c'est que sur les 2 années, c'est un mandat très court, je suis élu que jusqu'en 2020, c'est que les gens s'identifient Nouvelle-Aquitaine, c'est que les gens soient fiers d'appartenir à la Nouvelle-Aquitaine, et c'est que les gens oublient en fait leur ancienne région. Je veux vraiment que les gens s'identifient dans leur nouvelle région parce que
des jeunes qui ont 10-15 ans aujourd'hui, ben dans 10 ans, ils en peu leur importera de savoir s'ils étaient de l'ancienne Aquitaine, de l'ancienne Limousin, comme il y avait de licenciés dans les anciennes régions. Oui. Voilà, mon travail, c'est vraiment de mettre la Nouvelle-Aquitaine sur des bases saines et avec un vrai projet pour l'avenir. D'accord. Donc effectivement, on viendra sur ce projet-là, mais un peu plus tard si on peut. Alors, juste avant de venir un petit peu plus sur les grands chantiers que tu vas mener, tu trouves pas justement que ce laps de temps de 2 ans qu'on vous laisse pour travailler est vraiment extrêmement court pour qu'on puisse voir les changements qui vont s'opérer? C'est clair que c'est très court, hein. C'est pas pour rien que d'habitude c'est des mandatures de 4 ans, parce que entre le moment où on a l'idée, le moment où on commence à la mettre en place, ou à bien la réfléchir et on commence à la lancer, il faut déjà 2 ans. Et avant d'en sentir les premiers effets, il faut, je dis toujours, 2 ans de plus. Là, en fait, on nous laisse juste mettre les choses en version accélérée et peut-être qu'on n'en verra pas forcément les effets. Maintenant, je suis convaincu que si on est performant dans notre travail, il y a un gros travail de pédagogie à faire en fait avec les clubs, avec les comités. C'est expliquer où on veut aller, c'est travailler, c'est écouter aussi ce que les clubs et les comités ont à dire, comment eux ils voient la Nouvelle-Aquitaine. Et si on co-construit, ça nous permettra de gagner du temps dans cette construction et dans ces projets en fait de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Je voulais te parler d'un des chantiers que tu vas mener. Tu as parlé d'essayer d'augmenter le nombre de pratiquantes au basket. Pardon. Oui. Et je voulais savoir comment tu allais t'y prendre. Alors, j'ai mis en place déjà une commission féminine qui va travailler vraiment sur l'augmentation du nombre de féminines. Mais alors après, si tu veux, ça va être vraiment à elle de trouver comment valoriser le basket féminin, comment mettre en avant le basket féminin, comment aussi savoir pourquoi en fait certaines personnes, certaines filles ou certaines femmes ne viennent pas au basket. Il y a des problèmes par rapport à ça, à savoir notamment avec la gestion. On dit souvent c'est les mamans qui gardent les enfants, dans le cas de familles monoparentales ou autres. C'est trouver en fait comment on pourra nous développer des moyens, comment nous on pourra mettre des moyens en place pour faciliter l'accès et pour faciliter des créneaux pour que ces personnes-là puissent avoir accès, pour que ces femmes-là puissent avoir accès à la pratique du basket. Ça va être voilà. On est en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Pour l'instant, je ne te cache pas que je suis un peu dans le flou. Ouais. Dans le flou, c'est une volonté qu'on a. Maintenant, ça va être à moi de réfléchir avec la commission féminine. On a une commission féminine composée de femmes qui doit réfléchir un petit peu à tout ça, qui va échanger un petit peu, qui va mener un petit peu entre guillemets un audit pour voir un petit peu quels sont les points bloquants et comment nous on peut travailler derrière et quels sont les projets qu'est-ce qu'on peut amener nous Nouvelle-Aquitaine pour développer le basket féminin. D'accord. Et il y a aussi le chantier donc du 3-3. Vous voulez être très présent sur le 3-3 et le promouvoir au maximum. Alors moi j'aimerais savoir pourquoi dans un premier temps. Et ensuite j'ai une petite crainte dont je te ferai part après. Mais est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi autant de promotion sur le 3-3? Alors autant de promotion pour le 3-3 parce qu'à un moment donné il y a la fédération déjà qui pousse pour qu'on aille vers le 3-3. On a cette on va dire entre guillemets contrainte, mais je pense que c'est quand même une douce contrainte de la fédération qui nous impose d'aller vraiment sur le 3-3, de vraiment développer le 3-3. C'est une pratique qui existe depuis un petit moment, sauf que c'est devenu un sport olympique. Et en cela, on se doit d'être présent. On se doit d'être présent sur cette pratique-là et on se doit de mettre en avant la pratique du 3-3. Alors là, peut-être que tu vas voir, c'est par rapport au 5, mais en tout cas, je vais peut-être en parler un petit peu parce que c'est souvent des craintes comme je dis souvent, quand une marque de voiture lance une nouvelle voiture, ils en assurent la promotion, mais c'est pas pour autant qu'ils abandonnent les autres modèles et qu'ils arrêtent de. Ce qu'il faudra, c'est trouver un juste équilibre. Mais à un moment donné, si on veut que les développer il faut aussi qu'on en fasse la promotion. Il y a eu des phénomènes, le 3 peut nous aider dans le basket. Il y a eu des phénomènes de fusion, des fois qui ne jouent pas parce qu'ils sont le 9e, le 8e et ces gamins-là ils jouent pas. Peut-être que via le 3-3 ils arrêteront à jouer. Un club qui a que 4 ou 5 gamins, mais plutôt que de ne pas faire jouer les gamins, les faire juste s'entraîner, de devoir les envoyer jouer à 15-20 km de chez eux parce qu'il n'y a pas ces gamins sur le coin. En proposant peut-être une pratique en 3-3, ça permet de faire jouer les enfants. Voilà. D'accord. Ça reste peut-être utopique, ça reste peut-être voilà, mais ça permet quand même de proposer une autre pratique et surtout qui est en lien aussi et qui répond à une commande
à la fois fédérale, mais aussi c'est une pratique olympique et je pense qu'il y a des jeunes qui, en le voyant en Jeux olympiques, pourront le pratiquer. Bon, moi j'y suis pas fermé. Toutes les évolutions sont bonnes. Ma crainte, c'est un petit peu ce que tu as dit effectivement au niveau du 5-5, mais c'est que on essaie d'axer beaucoup sur le 3-3 pour rendre la pratique un petit peu plus souple et enlever le plus de contraintes possible. Et en fait, on est déjà dans une société où les gens sont beaucoup dans la consommation et ne donnent pas beaucoup de leur temps parce que justement, ils ont l'impression d'avoir bien plus de contraintes qu'ils n'en ont réellement. Et je me dis, si on part et si on pousse beaucoup sur le 3-3, est-ce que ça peut pas justement renforcer ça, que les gens aillent sur le 3-3 parce qu'il n'y a pas de contraintes, on n'a pas de coach qui nous casse la tête, on peut aller à l'entraînement un petit peu comme on veut, etc. Et du coup, on aura encore moins de bénévoles qui vont donner de leur temps sur le 5-5 dans les clubs. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà... Allô? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. On a été coupé un petit peu, mais j'ai bien compris. T'as pu comprendre? Ta question. Ouais, j'ai pu comprendre le sens de ta question. Alors effectivement, moi je te cache pas que ça fait partie des contraintes qui peuvent se poser. Ce qu'il y a, c'est que, comme tu l'as dit, les gens veulent de moins en moins de contraintes. C'est quand même un phénomène de société, une évolution de la société. On veut pouvoir consommer quand on a envie, quand on est disponible, en fonction de où on se trouve aussi. Moi, je le dis, même si j'ai plus le temps de pratiquer, mais quand on est professionnellement, par exemple, beaucoup sur le terrain, beaucoup à bouger à droite à gauche et qu'on a quand même envie de pratiquer du sport, de jouer, par exemple, un peu au basket, on ne peut pas rentrer, mais plutôt que de ne pas prendre de licence parce qu'on ne peut pas aller s'entraîner, on va adopter, on va se lancer sur des tours 3-3, on va se lancer sur de la pratique 3-3 où on pourra jouer un petit peu quand on veut, comme on veut. Et voilà, ça permet de garder des licenciés, d'une part. On ne peut pas se cacher quand même qu'au niveau de la fédération, des ligues et des comités, on est toujours dans la recherche un petit peu de licenciés et de conserver nos licenciés. Et ça permet de l'offre complémentaire à ce qui se fait. Alors après, il y a ceux qui seront dans la compétition 5-5. Peut-être qu'on a aussi le 5-5 à reprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans la pratique 5-5 donc telle qu'on la propose. Que les gens qui jouent en D2, en D3 ont vraiment envie de faire de la compète. Est-ce que les gens voudraient plus du boxing? Est-ce que aussi notre façon de proposer le 5-5 convient à ces personnes-là? C'est peut-être pour ça qu'on les perd. Ça peut permettre aussi sur le fonctionnement et de pratique. Alors, là, on t'entend. Pierre, est-ce que tu peux reprendre juste sur la dernière phrase? On t'a moins bien entendu, là. Ah, d'accord, excuse-moi. Donc oui, je disais qu'en fait, il y a peut-être la problématique du 5-5 qu'on propose actuellement, en D2, en D3 ou autre, qui n'est pas adapté, parce que peut-être qu'on propose des championnats, mais que les gens, finalement, c'est pas les championnats qui les intéressent, c'est de consommer le 5-5. Peut-être qu'il faudra que nous aussi, on repense notre 5-5 et que le 3-3 peut nous aider justement à mettre en avant le fait que voilà, les gens ne veulent plus ces contraintes et que peut-être que nous, on doit adapter notre pratique du 5-5 et dire, voilà, on fait de la compétition sur les niveaux D1 et après sur les niveaux D2, D3. Peut-être que, pareil, sur les jeunes, on va consacrer plus sur du basket loisir ou du basket à la carte sur certaines catégories et garder la compétition pour certaines autres catégories. Peut-être que c'est la compétition aussi qui fait que les gens n'ont plus envie de s'embêter entre guillemets et veulent consommer le basket différemment. Que ce soit du 3-3 ou du 5-5, on pourra quand même garder les gens sur du 5-5 si on est capable de repenser nos modes de compétition ou nos modes de fonctionnement. D'accord. Donc toi, tu es ouvert à la discussion pour repenser ça et adapter en fonction donc des envies de chacun. On est obligé quand même de rester ouvert à tout ça parce qu'à un moment donné, la société évolue, les gens évoluent. Moi, je suis très attaché quand même à ce qui se fait, à ma pratique 5-5. Moi, je connais que le 5-5, le 3-3, je connais pas grand-chose. Je vais être honnête avec toi. Maintenant, ça ne me dérange pas qu'il y ait du 3-3. Je trouve... On t'entend plus, Pierre. Mais je peux concevoir qu'on ait envie de Pierre, je vais t'embêter. Est-ce que tu peux reprendre ta dernière phrase? On t'entendait moins. Ou voire plus. Juste la dernière phrase. Ouais. Ok. Ouais, je te disais donc, je peux concevoir qu'en fait, les gens aient envie de jouer au 3-3. Moi, je suis très attaché en fait au 5-5. Mais ça ne m'empêche pas d'être ouvert sur du 3-3. Et je pense qu'on peut consommer du 5-5. On peut jouer en 5-5. On peut être passionné de 5-5. Ça ne nous empêche pas de ne pas encore faire du 3-3. On peut faire les deux. On peut faire que du 5-5. Ce qui est d'important surtout, c'est que voilà, chacun puisse y trouver son compte. Et je pense qu'on se doit de pouvoir proposer de se proposer en fait à chacun en fait le basket qu'il a envie de pratiquer. Il faut être à l'écoute aussi des gens et c'est pas parce que ça fait 20, 30 ans, 40 ans
le 5-5 d'une certaine façon qu'on peut pas l'imaginer différemment. D'accord. Tu as parlé aussi, lors de ton élection, de ta volonté ferme de lutter contre les incivilités autour des terrains. Et tu as indiqué que, au-delà de la prévention, il y aurait des sanctions. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu vas t'appuyer pour faire en sorte justement que toutes ces incivilités, je sais pas s'il y a vraiment une recrudescence, mais en tout cas on en parle plus via les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu vas faire justement pour essayer de faire en sorte que tout cela se réduise? Alors, déjà, c'est important de communiquer, on parle souvent des réseaux sociaux. Il y a le danger des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux peuvent avoir ce sens-là aussi de libérer la parole. Après, il faut quand même le maîtriser. Donc déjà, d'en parler, c'est déjà pertinent. Ensuite, ce qui va être pertinent, c'est de travailler sur l'éducation des jeunes. Souvent, les problématiques que l'on rencontre, c'est avec des parents, c'est avec des adultes qui sont, excusez-moi pour le terme, mais qui sont cons. Et malheureusement, des cons, c'est compliqué de les faire changer. Par contre, ça ne nous empêche pas de travailler sur l'éducation des enfants et que les enfants ne prennent pas exemple sur leurs parents, sur leur comportement. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire, que ce soit dans la formation des cadres, dans ce qu'on va leur apprendre. Il y a une trame qui est imposée par la fédération et il y a des modules qui vont venir s'y greffer justement pour savoir comment réagir face à ça, pour savoir aussi quels sont les messages à inculquer, sur ce sur quoi il faut être vigilant, quelles sont les attitudes sur lesquelles il faut être vigilant, quels sont les comportements qui peuvent être déviants. Ensuite, à un moment donné, on peut éduquer, on peut faire passer des messages, on peut faire ce qu'on veut, mais quand il y a des gens qui dépassent les bornes, quand il y a des gens qui ne respectent pas les règles, il va falloir qu'on arrive à sanctionner. La problématique que l'on peut rencontrer, c'est quand on a des gens qui sont non licenciés. Soit on peut attaquer, par exemple, sur du pénal ou autre. Autrement, il va falloir qu'on fasse passer des messages à des clubs en disant, voilà, les clubs, vous avez aussi une responsabilité, celle de faire en sorte que les règles soient respectées, faire en sorte que les gens ne dévient pas en fait dans leur comportement. Donc on compte sur vous, on va vous donner des moyens pour terminer. Moi je sais qu'au niveau des Landes, là, on avait lancé pour ce début de saison des matchs à 8 tours, sur des matchs jeunes. Les matchs sur les rencontres des clubs sur lesquels il y avait eu des problèmes sur des rencontres de jeunes ont pu cette saison deux week-ends entiers à huis clos sur leurs rencontres de jeunes. Voilà, ça fait partie peut-être des leviers sur lesquels on va pouvoir appuyer, mais en tout cas c'est important de travailler à la fois sur de la prévention, sur l'éducation, et à un moment donné il faudra qu'on passe aussi sur du répressif en fonction de ce qui nous est autorisé aussi. On ne peut pas faire tout ce que l'on veut malheureusement. D'accord, ok. Mais Pierre, je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie déjà d'avoir pris tout ce temps. C'était clair. Je te souhaite beaucoup de courage parce que effectivement, comme je l'ai dit, ça va être une grosse tâche. Enfin, une grosse tâche. Disons, le mot tâche n'est pas approprié, mais il y a beaucoup à faire en tout cas. Et en tout cas, les idées que tu développes m'ont l'air bonnes, donc je pense que ça peut bien se passer. Et puis, je te le souhaite. Écoute, merci beaucoup. Bonne continuation et puis au plaisir de revenir. Voilà, j'espère qu'on pourra de temps en temps passer des messages de Nouvelle-Aquitaine. Et puis en tout cas, ce qui est important pour nous, surtout, c'est ce qu'il ne faut pas que les gens oublient, c'est que derrière, on travaille pour qu'il y ait des gamins qui puissent pratiquer le basket, que ce soit en 3-3, en 5-5 ou autre. Ce qui est important pour nous, c'est que ces gamins on est d'accord. C'est vraiment pour ça qu'on travaille. On est d'accord. Merci beaucoup, Pierre. Bonne continuation. Allô. À bientôt, au revoir. Allô. Tu m'entends? Ouais, ça y est, je t'entends. Excuse-moi. Voilà, je te disais merci beaucoup, et puis donc bonne continuation, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne au revoir, Pierre. Toi aussi. Au revoir. Pierre Dufaux, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Alors, je suis désolé pour le son, c'était pas top, parce que Pierre était en voiture, mais je tenais quand même à la voir. Je pense que c'était quand même assez compréhensible. Donc, c'est pour ça que j'ai pas coupé l'interview. Donc, ouais, beaucoup d'idées intéressantes. Il m'a l'air très, très à l'écoute. Et puis, quand il s'exprime, je comprends pourquoi tout le monde a voté pour lui. Il est convaincant, Pierre. Donc, voilà. Et voilà, j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, ça va lui faire beaucoup de boulot, tout ça. 400 clubs quand même, 400 clubs, waouh.